c'est là que j'ai fait le switch et je me suis dit, mais en fait, accompagner des entrepreneurs, c'est genre game changer, quoi, pour moi. Aujourd'hui, on a accompagné et financé plus de 200 startups. On a à peu près 60 millions de budget au global. L'énorme problème du monde associatif, c'est le financement. Les associations passent en moyenne 10 à 40% de leur temps à chercher des financements au lieu de se concentrer sur leur mission. J'avais une soif d'apprendre. L'objectif, c'était d'avoir plus de 20 sur 20. Tu vois, c'est un peu... je me rappelle regarder la télé le soir et je notais tout ce qui se disait sur les conflits. Je pense que j'étais passionnée d'histoire et de géographie. Et moi, ce que j'adore dans ces voyages, c'est tu vis les choses dans l'instant présent, instantanément, et tu peux vraiment être toi. Et ça, c'est ma plus grande peur, c'est, je veux dire, la transition écologique, c'est maintenant, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Anne-Sophie Gervais. Salut Anne-Sophie, comment tu vas ? Salut, écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être là. Très content de te recevoir sur Serial. Anne-Sophie, tu as plusieurs casquettes. Tu es co-head de Raise Sherpa. C'est l'accélérateur 100% philanthropique dédié aux startups à impact en pré-amorçage. Donc, le pré-amorçage, ça permet finalement de financer les toutes premières étapes d'une startup. Donc sur des tickets de 100 à 500 000 euros. Et récemment aussi, vous investissez dans des associations. Et ça, c'est un sujet aussi dont on va parler dans ce podcast. Tu es également la cofondatrice de Feature by Raise Sherpa, le premier fonds tech 100% philanthropique. Et donc, tu as aussi été parmi les femmes Forbes en 2023. Donc pour te résumer assez rapidement, entre guillemets, dans ce podcast, on va parler évidemment de philanthropie et aussi d'intrapreneuriat, qui est un sujet dont on parle pas suffisamment, je trouve, dans les podcasts. Et la première question que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Dans quel environnement ? Ah ouais, c'est une question hyper ouverte. Dans un environnement entouré d'amour et de respect des autres. Donc voilà. Le plus important. C'est ça. Je pense que j'ai la chance d'avoir une mère incroyable qui m'a comblée d'amour et qui m'a permis de aussi redonner ça aux gens qui m'entourent. Voilà. Est-ce que tu te souviens de tes premières passions ? Mes premières passions ? Alors, ouais, l'archéologie, écoute, je crois qu'à 7 ans, je savais comment on momifiait. Donc ça fait un peu peur, mais j'avais un grand livre énorme comme ça qui était du coup une momie et tu l'ouvrais et t'avais toutes les étapes. Donc je peux te dire comment on enlève les organes d'une personne quand on veut le momifier. Ça fait un peu peur. Sinon, j'étais passionnée par les dauphins et les fleurs. Voilà. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment est-ce que tu as vécu tes études ? Comment j'ai vécu mes études ? Ah ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai eu plusieurs phases. Une phase, alors avec mes copines, on appelle ça le syndrome de la bonne élève, tu sais. Tu veux tout faire parfaitement. L'objectif, c'est d'avoir plus de 20 sur 20. Tu vois, c'est un peu... Mais je pense que j'avais une soif d'apprendre. Enfin, moi, je me rappelle regarder la télé le soir. C'est l'émission sur la 5, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Passez à vous, un truc comme ça. Et c'est dans l'air, voilà. Et je notais tout ce qui se disait sur les conflits. Voilà, je pense que j'étais passionnée d'histoire et de géographie. Et puis après, je me suis un peu perdue quand même, tu vois, en me disant finalement, qu'est-ce que tu fais ? Donc je suis un peu allée en finance, compta, à Dauphine. Et puis après, je suis revenue à mes amours qui sont toujours l'entrepreneuriat social. Et je pense que voilà, j'ai eu 2 phases, la phase très bonne élève, mais soif d'apprendre. Après la phase un peu, les études, ça sert aussi à voyager et à kiffer. Et puis finalement, il y a plein de choses à apprendre et après à appliquer dans le monde professionnel. Pendant tes études, tu as eu plusieurs voyages, je crois. Est-ce que tu peux m'en parler à quel point ça a pu te marquer aussi ? Alors, disclaimer, à l'époque, on parlait pas trop d'impact et sur la planète, notamment quand tu prenais l'avion. Mais du coup, dès que j'ai pu, en fait, je suis partie vivre à l'étranger. Donc d'abord, j'ai fait un Erasmus à Madrid. Donc ça, c'était en 3e année de licence. Donc ouais, je devais avoir 21 ans. Ensuite, je suis partie 2 mois en Argentine en mission humanitaire l'année suivante. Ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études, plus de 7 mois au Mexique. Ensuite, j'ai fait Singapour et j'ai fini par l'Inde. Et c'était fabuleux. Enfin, moi, je pense que ouais, c'est les meilleurs moments de ma vie. Tu vois, c'est des moments où
il y a 2 choses que je trouve incroyables dans les voyages longs, en tout cas. C'est l'immersion dans une culture, donc tu es vraiment, à la rencontre des gens et on en parlait, tu vois, de la sérendipité et en fait, ça t'ouvre, enfin tout le monde devrait faire ça parce que ça t'ouvre à de nouveaux possibles et à une confrontation des points de vue que tu as nulle part ailleurs et je pense que l'entre-soi, il y a rien de pire dans la vie. Je suis bien d'accord. Donc et parfois c'est pas de la faute des gens, tu vois, l'entre-soi. T'es dans ton modèle, t'es dans ton truc et tu t'en rends pas compte en fait. tu t'en rends pas compte. Et en fait, faut toujours sortir et rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Et moi, ce que j'adore dans ces voyages, c'est cet ancrage où tu vis les choses dans l'instant présent, instantanément, et tu peux vraiment être toi. Parce que t'arrives pas avec ton bagage de les gens qui te connaissent, tu vois, même si tes amis t'aiment d'amour ou ta famille, en fait, t'as ce vécu avec ces gens-là. Là, tu recommences à zéro. Tu vois, c'est comme quand on se rend compte, tu sais rien de moi, je sais rien de toi, et Ouais, c'est trop bien. Un reset. Ouais. Et en fait, là, je te montre ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui. Et ça, j'ai toujours adoré ce côté, tu vois, cette rencontre qui est, mais en fait, tout est possible. Donc voilà. Donc sur les voyages, c'était majoritairement sur des missions humanitaires, du coup, de ce que tu... Non, bah, c'était études et mission. J'ai fait une mission quand j'étais jeune pour une asso qui s'appelait Jardín de los Niños. Okay. Ça, c'était en Argentine. Et en fait, le principe de l'association, c'était d'aider la communauté locale. Donc, tu avais à la fois un foyer pour jeunes mères célibataires, donc plutôt des adolescentes qui avaient des enfants, un foyer pour personnes âgées pour éviter l'isolement. Et après, moi, j'ai aidé aussi toute la partie école, donc aider des classes de 3 à 5 ans. Okay. Donc ça, c'était super. Ça m'a vachement appris, mais aussi permis de prendre un peu de recul sur, c'est pas le sujet du podcast, mais sur en fait, c'est quoi d'aider, tu vois? En fait, c'est quoi les besoins vraiment? Parce que parfois, tu arrives avec ton côté un peu européen, jeune, je suis là pour vous aider, mais en fait, qu'est-ce que tu laisses quand tu pars? Donc en fait, faire très attention à ça aussi. C'est marrant parce que j'en ai parlé il y a quelques semaines avec Paola Locatelli, Ouais. qui a sorti un livre sur l'engagement, sur le fait de s'engager. Et elle parle de ça, en fait, sur l'engagement humanitaire, qu'effectivement, aider, enfin, il y a plusieurs formes d'aide et il y a des formes d'aide qui sont pas forcément les bonnes. Donc je vois très bien de quoi tu veux parler. Ouais, c'est un vrai sujet, ça. C'est clairement, on pourrait en faire un épisode sans trop de soucis. Mais c'est vrai qu'on en a pas mal parlé avec Paola. Après tes études, qu'est-ce que tu fais? Alors, je sais que tu vas cofonder une société en parallèle d'un job chez Mazar. Est-ce que tu peux me parler de cette aventure Yogurt Factory? Ouais, bah en fait, en gros, à la sortie de mes études, donc c'était pile après la crise financière de 2008. Moi, j'avais fait des études un peu finance, audit, etc. Donc, je décide de prendre un job salarié en audit financier. Faut savoir que dans ma famille, ouais, le salariat, c'est un truc. On n'est pas une famille d'entrepreneurs, donc c'est hyper rassurant pour tout le monde. Donc j'ai des copains, un copain d'enfance, Auriel, qui décide de se lancer dans le frozen yogurt. Donc c'était une mouvance amenée des États-Unis notamment. Donc c'est alternative à la glace et puis tu rajoutes des toppings sur un yaourt glacé, quoi. Et du coup, il me propose de rejoindre l'aventure. Donc, j'ai fait ça en parallèle de mon premier job salarié. Puis, j'ai quitté l'aventure et eux, ils ont continué. Mais c'était super parce que c'est voir une boîte, tu vois, qui se monte au début. Après, c'est un peu mon problème, c'est de penser que je peux faire 500 000 trucs en même temps. Et en fait, c'est quand même épuisant, tu vois. Et après, faut choisir. Et je pense que j'étais pas prête aussi pour l'entrepreneuriat, tu vois, pour le grand saut. Et j'avais dans un coin de ma tête aussi l'entrepreneuriat social, c'était hyper important. Tu vois, ce côté impact, il traînait. Donc voilà, donc j'ai fait de l'audit financier. Là, ça m'allait pas du tout, quoi. Mais c'est ce que je dis toujours, t'apprends tellement de choses de ces expériences qui sont dures aussi. T'apprends à t'adapter à des environnements complexes. Ça, c'est hyper important. Et puis, je pense que c'est très connecté au final à la carrière que tu as pu avoir ces dernières années, même autour de l'entrepreneuriat social, de l'impact, etc. Après Mazar, qu'est-ce que tu fais? Et ben en fait, dès que je rentre chez Mazar, je me dis, en fait, j'ai envie de colorer mon profil et d'aller plus dans l'impact. Je savais pas si je voulais dans l'investissement, si je voulais être entrepreneur social.
Il y a un moment donné aussi, je voulais aller sur le terrain, tu vois, je voulais aller avec Acted sur le terrain, vraiment faire de l'humanitaire. Enfin, j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire, mais je savais qu'il y avait ce besoin-là. Et faut quand même se dire qu'en France, tes études déterminent ton job, hein. Peut-être qu'aujourd'hui ça change un peu, mais Ouais, je suis moyen. bien d'accord. Donc en fait, je me dis: «Il faut que je reprenne». Et là, je décide de repartir un peu à zéro et de refaire des études à l'ESSEC et du coup de recommencer le cursus grande école. Alors je l'ai fait un peu en accéléré parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais validés, mais du coup j'ai vraiment repris mes études alors que j'avais déjà travaillé, donc ça rejoint un peu ton point et je crois que c'est génial en fait, tout le monde devrait faire ça, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois vraiment l'intérêt de ces études. Tu vois, quand j'étais en cours de market, je me disais: «Ah ouais, j'ai jamais fait de marketing, mais ouais, ça peut tellement servir sur ça, ça, ça» et du coup ça, c'était génial et je suis allée à l'ESSEC parce que, j'étais vraiment intriguée par l'entrepreneuriat social et il y a une chaire, qui est dédiée à ça, d'innovation sociale à l'ESSEC qui était montée par, Thierry Sibieux qui était un visionnaire sur ces sujets-là. C'était un des premiers à faire ça et donc mon rêve, c'était, de rejoindre la chaire de Thierry et donc je suis allée à l'ESSEC, faire ça et en parallèle, en fait, j'ai bossé à l'ESSEC pour un concours qui s'appelle, JSVC et qui était un concours de business plans sociaux avec une finale à Berkeley. Donc c'était génial. Nous, on réceptionnait en fait des idées de boîtes, de BP sociaux, d'entrepreneurs partout dans les pays francophones. Donc on avait aussi Afrique de l'Ouest, on avait des choses qui venaient du Canada, on avait des choses qui venaient du Liban. Et donc c'était génial et on réceptionnait tout ça. Il y avait une finale francophone organisée par les SEC et puis après ça allait à Berkeley. Ok. Et donc ça c'était fabuleux. Donc une deuxième phase d'études où là tu prends un max de plaisir et d'expérience aussi. Qu'est-ce que tu fais après du coup les SEC? Et après les SEC, déjà j'ai bossé un peu pour les SEC aussi pour Entropia qui est l'incubateur justement de projets sociaux et environnementaux de l'ESSEC. Et donc là, je comprends qu'en fait, ce qui me drive, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui, eux, créent des choses fantastiques pour accélérer justement la transition sociale, environnementale. On parlait beaucoup de social à l'époque. Et donc, je me dis, c'est ça que je veux faire. Donc là, je postule aux 3 pauvres réseaux, tu vois, qui existent. Donc, il y avait Réseau Entreprendre à l'époque, 50 Partners, je pense qu'ils n'avaient pas de poste et là je tombe sur mon ancienne université Dauphine qui recrutait pour l'incubateur de Dauphine. Donc l'idée c'était d'incuber des projets entrepreneuriaux portés par des anciens de Dauphine. Donc je rejoins Dauphine pour faire ça. Et au sein de Dauphine, finalement, je développe un peu l'entrepreneuriat au sein de l'université. Et j'ai notamment monté un programme qui s'appelle Desstart, qui vit encore, pour inciter des étudiants entrepreneurs à monter en parallèle de leurs études des projets entrepreneuriaux. Cool. Et donc ça, c'était trop bien, quoi. J'avais des étudiants qui venaient dans mon bureau, qui me disaient, j'ai cette idée, tu veux pas qu'on revoie mon deck, mon BP, on se posait. Enfin, t'en as qui faisaient ça dans leur, tu vois, un peu comme toi t'as fait quand t'as lancé ton podcast, quoi. Dans leur salon avec leurs potes qui faisaient Centrale, un ingénieur, un mec de Dauphine. Et puis t'en as qui sont... Les meilleures phases. Ouais, et puis t'en as qui sont devenus Meet My Mama, je sais pas si tu connais, monté par Lugna, qui aide justement des femmes issues de la diversité à devenir en fait chef traiteur, quoi. J'avais Maxime Demeur qui a monté une boîte incroyable qui s'appelle Madbox sur les jeux mobiles. Enfin, et en fait tous ces gens-là, je les ai rencontrés dans mon petit bureau, quoi. C'est trop de bons souvenirs. Donc ils venaient te voir et te solliciter. Ouais. Et donc c'est là que j'ai fait le switch et je me suis dit mais en fait accompagner des entrepreneurs c'est genre game changer, quoi, pour moi. Okay. Ça me procure trop d'énergie et trop de bonheur. Donc à ce moment-là, finalement, est-ce que c'est peut-être pas la première expérience où tu deviens véritablement intrapreneur? Ouais, même si le terme, je pense que le terme s'est démocratisé ces dernières années. Il existait peut-être pas forcément à ce moment-là. Est-ce que tu veux me parler justement d'intrapreneuriat avant qu'on parle de Raise Sherpa et de me dire, ok, parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas ce terme aujourd'hui. Ouais, bien sûr. C'est quoi l'intrapreneuriat? L'intrapreneuriat, c'est dans une entreprise, structure ou autre, te dire comment est-ce que je pars de zéro et je monte un projet. Donc c'est les mêmes phases, hein. C'est la phase d'idéation, confrontation de ton idée, comment je trouve des financements, comment je la finance, et puis le lancement, et puis ce test and learn que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat. Voilà, souvent on dit c'est un peu moins risqué parce que tu as ton entreprise ou la structure qui est derrière, mais je pense que c'est
Je pense que c'est fondamental aussi d'avoir ces sujets-là, de faire bouger les lignes en interne. Ouais. Et je pense que les entreprises qui laissent cette latitude à leurs collaborateurs d'innover et de proposer des projets innovants, c'est quand même Hyper important. c'est hyper important, ouais. C'est fondamental. Et donc cette expérience, ça va t'amener à rejoindre Raise Ouais. Sherpa. Donc comme on l'a dit au début, qui est un accélérateur 100% philanthropique dédié aux startups à impact en préamorçage. Et donc plus récemment sur les associations, ça date d'il y a 2-3 semaines, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Est-ce que tu veux me parler justement de comment est-ce que tu as cette opportunité de rejoindre Raise Sherpa, et comment ça se passe justement le fait que tu rejoignes Alors, Raise Sherpa, c'est simple, c'était mon dream job. Je suivais l'évolution de Raise et puis une de mes entrepreneurs étudiantes à Dauphine me dit Anso, enfin, il y a un poste qui s'ouvre, il est pour toi. Enfin, c'est toi en fait ce poste. Et du coup, c'était rejoindre justement Raise Sherpa, la fondation du groupe Raise. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce que j'étais un peu limitée dans mon poste à Dauphine par le fait que c'est une université, si tu veux, et que, en fait, l'année d'après, j'allais pas pouvoir innover, créer un nouveau projet. Et la puissance de Raise, c'est vraiment, pour résumer, c'est un groupe d'investissement qui, par la générosité de ses équipes, finance une fondation. Donc, tu as cette latitude dans ce que tu peux créer parce que tes financeurs, c'est tes collègues. Et enfin, ça, c'est fondamental et c'est incroyable comme modèle de pouvoir réconcilier philanthropie et finance dans un même modèle. Donc là, à ce moment-là, je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire. Et en plus, Raise Sherpa accompagnait ce que tu disais sur l'amorçage des entreprises qui étaient un peu plus matures que moi, ce que j'avais vu. Et j'avais envie d'accompagner, tu vois, cette phase de changement d'échelle où vraiment tu accélères ces entreprises pour aller justement devenir des champions européens dans les startups. Et donc à ce moment-là, je vois l'offre et voilà, c'était vraiment mon dream job. Donc je me rappelle très bien aller à l'entretien avec Lara et Gonzague, qui sont les fondateurs de Raise, en me disant je dois l'avoir, il est fait pour moi. Tu vois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller à un endroit et tu dis mais en fait ça c'est pour moi. Et voilà. Et c'est arrivé. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe au tout début de Raise, puisque Raise a été créé il y a 10 ans. Et en moi, 2013, ça fait 8 ans que je suis à la fondation Raise Sherpa. Donc, incroyable. Trop cool. Donc, effectivement, tu as pu voir l'évolution aussi du groupe sur ces 10 dernières années. Est-ce que tu peux me parler justement de ces premiers mois chez Raise Sherpa? Parce que qui dit premier mois dit forcément, un peu en mode découverte de mon job, de l'écosystème en fait. Comment ça s'est passé pour toi ces premiers mois? Alors, ces premiers mois, je suis arrivée en novembre 2016 et tout de suite, ça a été, je pense, le coup de foudre avec la structure, les gens qui y travaillaient. Je pense que ce que j'ai vraiment apprécié, c'était de me dire, moi, je suis dans une partie fondation philanthropique, tu vois, et c'est très important pour moi d'être dans un job qui crée pas d'externalités négatives, mais que du positif. C'est hyper important dans mon ADN. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, on peut faire de grandes choses. Tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est cet esprit entrepreneurial qui règne chez Raise et de se dire, en fait, on peut créer des nouveaux projets. Et moi, c'est ce que j'aime, on va revenir dans mon job, c'est de me dire, ce côté intrapreneuriat, de dire, on va là où il y a des trous dans la raquette, dans l'écosystème entrepreneurial et l'écosystème de l'innovation en général, sociale, environnementale, donc que ça soit start-up ou association, et on crée des programmes qui va aider cet écosystème à se développer. Et ça a été vraiment hyper important. Et puis j'étais tout de suite dans le bain, tout de suite mise en situation. Donc mes premiers mois, j'en garde un super souvenir d'avoir envie de m'investir et d'aller hyper loin. Et après, c'est aussi les premiers mois où j'ai appris que ma maman était malade. Donc c'était aussi très très dur, voilà. Et de moment d'émotion. Ouais, et puis de se dire qu'il n'y a pas de différenciation pro-perso. Enfin, dans beaucoup d'interviews, on dit, mais comment tu arrives à séparer le pro et le perso? On ne fait qu'un. Donc, effectivement, quand des proches ont une maladie, j'imagine que ça... Et après, je suis tombée enceinte. Donc, en fait, j'ai vécu ces premiers mois comme c'était un tout où c'est vraiment un esprit familial et d'entraide. Et mon job, il est fondamental. Enfin, moi, j'ai besoin d'un équilibre de toutes les parties de ma vie. Mais j'ai vraiment besoin d'être aussi moi-même au travail, c'est très important. Et parce qu'il y a des gens qui sont pas eux-mêmes dans leur travail. Et oui. Et oui, malheureusement. Mais du coup, franchement, je garde un souvenir de, tu sais, ce truc à 100 à l'heure. Tout est passé tellement vite. Et ouais, je suis hyper fière de mes premiers mois aussi, parce que franchement, c'est pas facile quand il t'arrive des trucs. La vie, elle est vraiment pas facile. Et tu te dis d'avoir
lancer tellement de projets, monter tellement de choses. Et c'est à l'époque où mon binôme avec Noé, qui à l'époque était mon co-directeur, qui est parti depuis, s'est vraiment formé. Et c'est aussi ça, quoi, de pouvoir se serrer les coudes dans des moments et de se dire, on regarde devant, tu vois, et on avance, quoi. Ça, c'est hyper précieux. Ouais. Raise Sherpa, c'est un accélérateur 100% philanthropique. C'est quoi un accélérateur 100% philanthropique? Bah, c'est ce que je disais, c'est la beauté du modèle. Raise s'est créé historiquement justement pour réconcilier finance et philanthropie. Donc on a toujours avancé avec deux jambes. Une jambe investissement. Donc chez Raise, on a des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement qui reversent 50% de leur carry d'intérêt, si tu veux, c'est la plus-value qui est générée sur les deals qui revient aux équipes. Donc c'est mes collègues qui reversent 50% de ces gains à une fondation. Donc historiquement, on vit ensemble depuis le début. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ce qui permet le 100% philanthropique, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on s'est créé comme un accélérateur 100% gratuit pour les startups. Donc, tu vois, on n'était pas un YC ou d'autres structures. À l'époque, il y avait The Family, tout ça, qui prenaient des parts dans les entreprises pour les accompagner. Nous, historiquement, l'idée de base, c'était d'accompagner justement des startups qui créent des emplois en France et de les faire grandir. Depuis, on a un peu pivoté et maintenant, on est l'accélérateur philanthropique des projets à impact social ou environnemental. Donc, on fait du 100% impact. Et ces projets, ils peuvent être portés par des startups ou des associations. Et nous, on est vraiment, si tu veux, le véhicule qui vient financer et accompagner l'innovation sociale et environnementale. Super. Donc ça, c'est hyper important pour nous, c'est de se dire, on vient financer, accompagner des choses qui sont peu financées ou accompagnées. Et on vient créer justement, tu vois, je te disais, quand il y a des trous dans la raquette, essayer de combler et de se dire où est-ce qu'on peut avoir un impact et un intérêt. Et ça, c'est grâce au modèle qui est unique de Raise et de partage de la performance et de la valeur. Donc effectivement, pas du tout le même modèle que les acteurs traditionnels. Non. Quand une startup rejoint, candidate à Raise Sherpa, qu'est-ce qui se passe ? Alors, plusieurs choses. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce que je te le disais, c'est financer de l'innovation. Donc, on n'a vraiment pas peur de prendre des risques. Nous, on se dit souvent, tu sais, dans les fonds, tu as high risk, high reward. Nous, c'est high risk, high impact, quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire, si on sait que la boîte peut avoir un fort impact social ou environnemental, on est capable de venir financer vraiment très tôt des innovations de rupture et aussi des sujets qui sont peu financés par l'écosystème, on va dire VC, par exemple des sujets hardware, tu vois, c'est un énorme sujet en France, la deep tech, les financements de ces sujets-là. Donc, quand une startup arrive, on regarde si elle rentre dans nos critères. Donc, vraiment, on a des critères quand même d'excellence, d'innovation, d'impact social et environnemental. On a une méthodologie d'impact, donc il faut vraiment que l'entreprise soit for impact et pas with impact. C'est un peu la différence. Et puis ensuite, en fonction de son besoin, on l'oriente vers nos différents véhicules de financement. On en a 3. 2 en non dilutif, donc c'est du prêt globalement, et 1 en equity, c'est le fonds 100% philanthropique dont tu parlais. Et en fonction de son moment de vie, des événements de liquidité, on l'oriente vers un de nos véhicules. Après, on traite les startups de façon complètement indifférenciée. Peu importe si on leur a fait un prêt de 100 000 € à taux zéro, qui est notre prêt où on a fait à peu près 150 entreprises, ou si on met 50 à 150 000 € en ticket en equity à leur capital. Ça, c'est notre fonds philanthropique et on en a fait à peu près 24 participations. Ensuite, elles rentrent chez nous et là, notre vrai métier commence, c'est accompagner de façon philanthropique, donc gratuite, nos entreprises. On a, pour te la faire simple, 3 piliers d'accompagnement. C'est notre pool de réseau de mentors, operators, c'est des gens qui donnent du temps gratuitement à nos startups pour activer des conseils pratiques. Donc ça, c'est des VP de belles scale-up françaises, des gens qui ont réussi, qui ont envie de redonner à l'écosystème. Ensuite, on a un côté peer-to-peer. Donc là, c'est des clubs entre 6 levels de startup. Donc on a les CTO, les CMO, les CPO, les sales. Et là, pareil, c'est de pouvoir en toute confiance, échanger sur son métier et en fait, juste éviter donner des conseils pour éviter des erreurs et aller plus vite. Et enfin, on a toute la partie mise en relation où là, on ouvre l'écosystème de Raise et ça, c'est la puissance et c'est notre ADN, c'est de mettre en relation justement nos startups, mais maintenant aussi nos associations, avec notre écosystème de grands groupes de TI, de financeurs. Demain, ça peut être toi. Voilà, c'est créer ces connexions qui vont faire avancer. Ouais.
Et ça, c'est fondamental pour nous. Et tout cet écosystème dont je te parle, aujourd'hui, on le met à disposition de façon indifférenciée de nos startups et nos associations. Ok, on parlera juste après des assos. Est-ce que tu peux me parler de 2 ou 3 startups qui sont passées par Raise Sherpa? Avec plaisir. Alors, les historiques, tu vois, à l'époque, on a financé Mano Mano, Philippe de Chanville au tout début. Donc ça, c'est quand même Belle histoire. important parce que c'est une belle histoire. Aujourd'hui, on a un focus 100% impact. Donc, on a financé des boîtes. Toi qui es dans Rennes, c'est quel département? 35. 35, donc dans le 35, Ille-et-Vilaine, c'est ça? On a financé Switch Energy. Je ne sais pas si tu les ça me connais, parle, ouais. qui leur but c'est d'inventer une nouvelle façon de faire de l'énergie renouvelable. Et ils font de l'énergie osmotique. Donc c'est la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée Trop dans bien. les deltas et estuaires. Et ils ont créé des membranes qui te permettent en fait, avec juste l'eau qui coule, de dégager de l'énergie. Donc Ok, ça dingue. peut être game changer. Tu vois, ça c'est les innovations qu'on aime beaucoup. Aujourd'hui, là, on a un focus hyper important chez nous qui est le financement. On reviendra aussi de la diversité et de la parité dans l'entrepreneuriat, qui est un gros enjeu quand même. Un très gros sujet. Et éviter de reproduire les biais qui ont été faits dans d'autres domaines, et se dire l'entrepreneuriat, c'est on crée des boîtes depuis le stade zéro, et pourtant on est en train de recréer ce côté sans pas assez de diversité et de parité aujourd'hui. Et donc du coup on essaye aussi nous de financer ces femmes entrepreneurs et aussi ces boîtes créées par des hommes et des femmes ensemble. Et donc là on a énormément de femmes entrepreneurs qui sont incroyables. On a financé récemment Matricis, qui travaille justement sur des modèles d'IA pour détecter dans les IRM l'endométriose, qui est un énorme sujet aujourd'hui sur la détection de l'endométriose. Donc dans la santé, il y a énormément de femmes incroyables qui travaillent là-dessus. On a aussi financé une entreprise qui s'appelle Thérémia, qui est montée par Iris et Chloé, qui sont juste fabuleuses. Et justement, c'est aider en fait l'industrie pharma à développer des dérivés de leurs médicaments qui soient plus efficaces sur certains types de populations. Tu vois, par exemple, je prends n'importe quoi, comment t'appelles ça pour quand tu veux dormir? Somnifère? Un somnifère, voilà, qui en fait a des effets secondaires sur les femmes, et du coup tu as des accidents de voiture, et de se dire en fait on aurait dû tester sur une population cible, par exemple les femmes avec tel et tel critère, et en fait se dire la bonne façon de créer un dérivé de ce médicament pour elles, c'est qu'elles le prennent une fois par jour avec une gélule, ou bien justement un sirop. Et en fait elle crée ces algos de machine learning pour aider l'industrie pharma à vraiment développer des choses en fonction des populations. Donc des sujets tellement variés, mais tellement intéressants, quoi. Ouais, je pourrais avec, t'en parler pendant 1000 ans. Enfin, on en a des... En fait, elles sont toutes bien, quoi. C'est hyper dur d'en citer parce que tu te dis, mais en fait, oui, j'ai pas cité celle-là, et celle-là, et celle-là, mais... Ouais. Enfin, c'est assez fabuleux, quand même, ces entrepreneurs. C'est impossible de te lasser là-dedans. Non. Et puis, en fait... c'est à chaque fois tu redécouvres un nouveau secteur, un problème qu'elles viennent solutionner, et tu te dis l'entreprise, c'est un énorme vecteur de transformation sociale et environnementale. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que l'entreprise a un rôle énorme à jouer là-dedans. Je suis bien d'accord, et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler. Ouais. Et donc ça nous amène à parler des associations, puisque il y a 2-3 semaines a été lancé Raise Sherpa Association, qui du coup est un accélérateur, encore une fois, qui finance et accompagne des associations profondément innovantes dans leur passage à l'échelle. Comment est-ce que ça fonctionne, et est-ce qu'on finance des startups de la même façon que des associations, et inversement? Alors, on le finance pas de la même façon parce que c'est pas les mêmes outils. Je savais la réponse. Mais globalement, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Notre envie, c'est de financer et d'accompagner l'innovation sociale et environnementale. Et aujourd'hui, on l'a fait pour les startups. Et on s'est dit finalement, mais notre réseau, tout ce qu'on a mis en place pour les startups est complètement utile pour les associations qui, elles aussi, portent ces innovations sociales et environnementales et qui sont trop peu financées.
Aujourd'hui, si l'énorme problème du monde associatif, c'est le financement, hein. Les associations passent en moyenne 10 à 40% de leur temps à chercher des financements au lieu de se concentrer sur leur mission, si tu veux. Et pire encore, aujourd'hui, elles répondent à des appels à projets, donc il faut rentrer dans des cases. Et donc, comment tu veux financer des projets innovants où tu sais même pas encore exactement ce que tu vas en faire à la fin, dans les mains de qui tu vas les mettre, etc. Donc, tu as un gros sujet de l'innovation et du financement de l'innovation. Et donc, c'est là qu'on intervient. Et donc, on finance différemment puisque c'est du don. On fait des dons pluriannuels à ces associations. Donc, c'est hyper important. Donc, on les soutient sur 3 ans. Ces dons, ils sont non fléchés. Donc ça, c'est aussi très important et c'est pas fléché sur un projet. Non fléché, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, dans beaucoup d'associations, par exemple, il se passe, je sais pas, un tsunami, MSF, au moment du tsunami, avait reçu énormément de dons pour les victimes du tsunami. Or, en même temps, tu avais des inondations au Pakistan qui recevaient pas assez de dons. MSF n'a pas le droit de prendre ces dons-là pour les mettre au Pakistan. Je savais même pas. Et du coup, ils avaient fait un bad buzz alors que, voilà, pour dire stop les dons au tsunami parce qu'en fait, on en a trop, mais on a d'autres actions. C'est ça des dons fléchés. C'est que ça va sur un projet. Et aujourd'hui, nous, on ne flèche pas, c'est-à-dire que ça peut rentrer dans un budget de fonctionnement de nos associations. Elles peuvent, par exemple, recruter quelqu'un avec cet argent, ce qui est très important. Hein. Carrément. Qui peut développer un projet innovant, un projet tech, on reviendra dessus. Donc ça, c'est le premier point. On fait des dons entre 30 et 40 000 euros par an. Donc ça fait des enveloppes entre 90 et 120 000 euros au global sur les associations. On finance et on accompagne des associations innovantes, c'est-à-dire que elles portent dans leur ADN une brique innovation. Ça peut être une brique, une envie d'aller sur des sujets tech, tu vas te développer une plateforme, mais pas que, ça peut être une innovation pédagogique. Mais l'idée, si tu veux, encore une fois, c'est pas de dire celles qui sont pas innovantes, elles sont pas bien, c'est de se dire où est-ce que nous, on peut avoir de la valeur et là où notre accompagnement peut faire sens. Et nous, on se rend compte, c'est quand il y a cette innovation et cette envie, en fait, d'utiliser et de rapprocher le monde de la tech et le monde associatif. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et on a 2 sujets, c'est la protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Donc, on va financer 6 associations par an. On en a déjà financé 9. Donc, on a lancé maintenant notre accélérateur et on l'a dit au grand public, mais on avait envie de de faire et de montrer que ça avait de l'impact. Faire avant d'annoncer. Voilà. C'est voilà, smart. nous on travaille malheureusement beaucoup plus sur le fond que sur la forme. Non, mais c'est pas malheureusement, c'est très bien. C'est très bien, mais voilà, il faut ouais. qu'on fasse savoir ce qu'on fait parce que c'est fondamental. Et en fait, on s'est rendu compte que on était très vite un acteur très important du monde associatif parce qu'elles ont besoin de ces financements, notamment ces associations innovantes qui portent des projets qui sont pas financés par ailleurs, par une fondation traditionnelle, si tu veux. Donc nous, on vient vraiment financer ces projets de plateformes qui sont montés par des associations. Et puis après, on les accompagne. Et là, on met à disposition tout notre écosystème. Et un point très important, c'est qu'on veut créer des ponts entre des écosystèmes qui se parlent pas. C'est le but de Ray Sherpa. Et aujourd'hui, on va pouvoir créer ces ponts entre le monde de la tech, qu'on connaît très bien, et le monde associatif. Et c'est pas descendant, hein, tu vois, c'est pas le monde de la tech qui va venir sauver les associations. C'est pourquoi ces 2 mondes doivent se parler. On en parlait, tu vois, de la sérendipité et de l'entre-soi. C'est éviter ça. C'est de se dire, en fait, c'est des mondes très cloisonnés. Hein. Le monde associatif, il est très avec le monde associatif. Le monde de la tech, très avec le monde de la tech. Et on crée des binômes comme ça. Donc, on parlait de Philippe de Chanville de Mano Mano, qui accompagne J'accueille, David Robert, qui est dirigeant de J'accueille et qui est une association justement pour accueillir en longue durée des personnes réfugiées et changer le regard sur les réfugiés en France et les voir comme une opportunité. Et pas comme donc, un exemple concret de collaboration entre et oui, startups c'est le et choc associations. tu vois, c'est des écosystèmes, des mondes qui ont tellement à s'apporter. Ouais, et du coup, j'imagine quand la connexion se fait, ça doit être hyper cool de voir justement des 2 tout ça. côtés, parce que c'est un ping-pong de se dire, mais en fait, ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et voilà, c'est un peu notre objectif de créer ces passerelles. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Raise Sherpa? Ouais, bien sûr. Alors, Ray Sherpa, donc on existe depuis 8 ans, enfin depuis 10 ans, pardon. Moi, je suis arrivée il y a 8 ans. On a à peu près 60 millions de budget au global. On a accompagné et financé plus de 200 startups
À peu près, si tu comptes au global, ça fait quasiment 200 sous format de prêt et 24 sous format d'equity avec notre véhicule 100% philanthropique Raise Future. Ça, c'est quasiment 32 millions d'euros injectés dans l'écosystème. Ça, c'est très important. Et on l'a pas mesuré, mais si on compte toutes les heures passées par nos 150 mentors auprès de nos startups et nos associations, c'est énorme. Voilà. Sur les chiffres clés, c'est aujourd'hui, on est 100% impact. Donc ça, c'est très important. Et on a comme KPI fort, c'est de financer à minima 30 à 40% de projets montés par des femmes. L'année dernière, on a surperformé avec plus de 50%. Cette année, on s'est dit, vas-y, on va encore plus loin. Donc, on attend les chiffres 2025, mais je pense que ça, c'est très important. Et côté association, comme je te le disais, c'est 6 par an. Et sur les startups, c'est à peu près 20 sur du prêt. Et si on cumule tout, c'est 40 startups financées par an et 6 associations. Hyper solide comme bilan, en vrai. Ouais, bah ouais, on essaye, on aimerait aller encore plus loin. Et puis l'idée, c'est aussi d'inspirer d'autres et que d'autres fassent la même chose chez eux. Ouais, exactement. On va pas les seuls. Tout l'intérêt justement d'en discuter dans ce podcast. On va passer à la troisième partie du podcast sur justement 2 petites questions bilan. La première, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ton aventure? Un des moments les plus marquants, et c'est pas le plus marquant, je pense que c'est je peux en choisir 2 quand même ou pas? Ouais, allez, je C'est te 2 donne un lancements. joker. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, donc c'est les 2 lancements et franchement, j'en suis tellement fière. C'est le lancement de notre fonds 100% philanthropique Raise Future. Donc juste pour dire ce qu'il fait, c'est qu'on prend des dons de gens. Donc toi, tu vas me donner 10 €. Moi, je vais l'investir au capital de boîtes à impact. Et quand elles vont performer, je vais redonner, donc c'était 10, j'espère que ce sera 100, je vais redonner 110 à des associations. Donc ça, c'est game changer parce qu'on a mis tellement de temps à lancer ce projet parce que bref, c'était compliqué juridiquement en France, la philanthropie. Innover dans la philanthropie, c'est difficile. Donc tu vois, c'est le sujet de l'entrepreneuriat. Et franchement, quand on a lancé ça avec Noé à l'époque, mon co-directeur, bah franchement, c'était une énorme fierté de se dire qu'un modèle comme ça pouvait fonctionner. Et en fait, on permet aussi à des startups d'être philanthropes avant de pouvoir l'être parce qu'elles nous font une place à leur capital et on leur dit ta réussite, 100% de ta réussite va aller à l'écosystème associatif. Donc tu vois, c'est pourquoi j'en suis fière, parce que c'est une façon de mettre les mécanismes du capital risque au service de l'intérêt général. Donc faire de la finance autrement, tu vois, nous on est toujours comme ça chez Raise, finance engagée, faire de la finance autrement. Et de l'autre côté, tu as vraiment ce trou dans la raquette du financement du monde associatif. Et il faut vraiment qu'on réinvente de nouveaux modèles pour financer ce monde associatif. C'est pas possible de pas le faire. Donc c'est pour ça que j'en suis hyper fière. Là, on attend de faire nos premières sorties pour montrer que le modèle marche. Et mon deuxième moment fort, bah, c'est le lancement de Raise Sherpa Association. Donc ça, cette fois-ci, avec toute l'équipe et aussi avec Jérôme, qui est mon nouveau co-directeur, et Laure qui porte le projet en interne. Et là, c'est autre chose, c'est de se dire, mais en fait, quand tu vois ces associations, mais franchement, moi, je suis allée à la soirée des grands donateurs de J'accueille, l'association dont on parlait. Et là, tu vois les bénéficiaires qui parlent, tu vois les dirigeants qui parlent, et tu vois qu'en fait, ce que tu fais, mais ça a tellement de valeur. Et moi, je me disais toujours, c'est mon meilleur event professionnel, c'est cette soirée où j'étais là et je me disais, mais tout est vrai, tout est important. Et c'est pas un monde de bisounours, tu vois, c'est difficile tous les jours, mais en fait, l'accueil, c'est fondamental, tu vois. La rencontre, c'est fondamental. Et en fait, ce qu'on fait a tellement de valeur et c'est tellement puissant que j'en suis trop fière. Est-ce que c'est pas ça le plus important, justement, dans une aventure Ah bah, c'est sûr. Enfin, c'est tu te dire, mais en fait, ces gens-là, ils sont fabuleux. Et en fait, si moi, je peux les aider et en fait, détourner un peu les mécanismes du capitalisme pour financer ces gens-là, let's go, non? Ouais, exactement. Et pour revenir à Raise Future, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, enfin je l'ai évoqué au tout début en te présentant, mais on n'en a pas parlé plus que ça dans le podcast. Tu me dis que en France, c'était difficile justement d'investir dans la philanthropie.
Pourquoi est-ce que c'était difficile? C'est d'un point de vue administratif, Ouais, légal, c'est ça, c'est ça? exactement. En fait, c'est difficile d'innover dans la philanthropie aujourd'hui parce que si tu veux, les véhicules juridiques mis à notre service sont peu adaptés aujourd'hui. Et nous, on essaye en plus, voilà, d'essayer de changer ça un peu en France, mais c'est très compliqué. Si tu regardes dans les Nordiques, même en Allemagne, en fait, tu as beaucoup d'entreprises qui sont détenues par des fondations, tu sais. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de détenir en fait des sociétés. Et en fait, le gros problème en France, c'est qu'une fondation détienne des titres d'une société. Et nous, pour monter ce véhicule 100% philanthropique qui est d'investissement, qui est une SAS, il fallait que Reich Sherpa soit, si tu veux, à l'origine et actionnaire et du coup mettre une partie de ses dons dans ce véhicule. Donc ça a été très compliqué et on a réussi à le monter grâce à un monsieur que j'aime profondément qui s'appelle Pierre Deschamps qui justement nous a fait don de son fonds de dotation et a amorcé le véhicule Race Future et donc c'est grâce à lui qu'on a pu aussi et grâce bien sûr à la générosité des équipes chez Race qu'on a pu lancer ce véhicule Race Future. Ok, hyper intéressant. Donc merci à lui et merci à tous les philanthropes. Ouais. Honnêtement, il y a des gens qui ont réussi grâce à leur entreprise et qui redonnent. Et je pense il n'y a pas assez de philanthropes. Si vous êtes riche, donnez. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes riche, n'hésitez pas. Non, et puis même, en fait, oui, non, mais c'est clair. Être philanthrope, la philanthropie démarre sur c'est ton don de temps, c'est ton don d'argent, mais pas que, en fait. Il faut s'investir dans le monde associatif et dans la philanthropie. C'est trop important. Exactement. C'est vrai qu'on n'en parle pas encore suffisamment en France. C'est clair. La deuxième question bilan, c'est quel a été le moment le plus difficile? Le moment le plus difficile, c'est un peu se rater avec Yogurt Factory, c'est de penser que tu peux tout faire en même temps et je trouve que c'est toujours difficile quand tu vois tu laisses des projets de côté et de te dire en fait bon bah ça doit s'arrêter en fait. Et depuis j'ai vraiment appris à dire en fait tu peux pas tout faire et tu peux pas être partout et tu peux pas être la bonne élève et parfois tu rates un peu. Ouais, ça a été difficile parce que tu vois c'est toujours un peu un truc que t'as pas été jusqu'au bout. C'est surtout aussi se faire des scénarios en se disant bah tiens si j'étais resté où est-ce que j'en serais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais finalement est-ce que ça sert à quelque chose de réfléchir à ces potentiels scénarios qui se sont pas faits? Ouais, exactement. Et puis après ce qui est difficile aussi je trouve c'est de voir les gens partir, tu vois, de tes équipes, des gens avec qui t'as construit. Ça c'est difficile. Ouais. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans l'entrepreneuriat? Alors, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui, on doit promouvoir la diversité, la parité et l'inclusion dans l'entrepreneuriat. On doit faire émerger de nouveaux modèles. Et en fait, l'entrepreneuriat, ça doit être un vecteur aussi d'innovation dans les modèles. Tu vois, on parle beaucoup, quand tu dois connaître Team for the Planet, sur l'innovation sur les modèles en soi. Mais là, on est en train de recréer des biais, hein, comme on l'a fait. Et moi, j'ai pas envie qu'on arrive dans un monde où il faut légiférer pour avoir des femmes dans les comex, tu vois. C'est une hérésie, le bordel. Aujourd'hui, tu dois connaître Sista et les rapports. T'as 700, sur les 700 milliards de capitaux investis en Europe, t'as 2% qui vont à des projets portés par des femmes. Mais enfin, c'est lunaire, on est d'accord. Enfin, moi, ça me révolte en fait. Et là, on parle des femmes, mais la diversité dans les projets. Donc moi, ce que je veux, c'est simple. C'est qu'en fait, au moment où tu crées une boîte, c'est là que tout se joue. Alors oui, on peut revenir à l'éducation, à l'école. Je pense qu'on devrait changer la façon dont on éduque nos enfants, mais on va peut-être pas parler de ça, du bleu, du rose et tout ça. C'est un autre épisode sur le sujet. C'est un autre épisode. Un autre podcast. Quand on monte une boîte, on choisit pas la facilité. On va pas chercher le copain dans son école. On monte des projets avec des gens qui sont complémentaires et qui nous ressemblent pas forcément. On va chercher cette diversité dans les fondateurs. Et je pense que la clé, c'est quand un homme monte une boîte, qu'il aille chercher sa cofondatrice. C'est ça la clé, hein. Parce que le problème, c'est les entreprises montées. Les femmes vont beaucoup plus chercher un homme quand elles montent une boîte, et l'inverse n'est pas vrai. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Et après, bien sûr, c'est changer les rôles modèles. Enfin, évidemment, tu vois. C'est dans un podcast comme le tien, inviter des femmes entrepreneurs, les voir plus, les mettre en avant, parce que c'est plus dur pour elles
de lever des fonds. Enfin, en fait, elles sont résilientes à partir du moment où elles créent leur boîte. Et donc, moi, je rêve d'un monde où, en fait, on promouvoit cette diversité, cette inclusion, où, ouais, on en fait une force et on voit la création de valeur derrière, en fait. Et c'est hyper important. Et puis, c'est montrer d'autres choses, en fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de vulnérable. On montre sa vulnérabilité, on montre tout ça, quoi. Et puis, les sujets de partage, tu vois. C'est hyper important de partager. Nous, c'est ce qu'on veut faire en créant des passerelles entre la tech et le monde associatif, parce que en fait, on a tellement à partager sur ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Tu peux tellement le mettre à profit de d'autres qui ne sont pas sachants sur ces sujets-là et s'inspirer comme ça, quoi. Donc, C'est hyper important, notamment ce que tu as dit sur les rôles modèles. ouais. Parce qu'en fait, même les générations actuelles et les nouvelles générations, bah, pour les inspirer, il faut aussi qu'elles se retrouvent dans des personnes qui les ressemblent. Ouais, Et c'est c'est vrai que clair. c'était aussi une mission du podcast, et ça l'est toujours quand je l'ai créé en 2017, où en fait, je considérais que dans les médias traditionnels, on voyait souvent les mêmes entrepreneurs, les mêmes typologies de boîtes, les mêmes, enfin, tu vois, les mêmes sujets reliés à l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, l'idée, c'était de dire, OK, moi, j'ai envie de mettre en avant toute typologie d'entrepreneur, aussi bien, je sais pas, la personne qui lance son commerce que la personne qui est dirigeante d'un grand groupe, tu vois. Mmh. Aussi bien femme que homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à plus de 160 épisodes. Je pense qu'on a, on a un peu plus entre 60 et 70 femmes sur 160. Donc on n'est pas à 50-50. Mais c'est vrai que c'est une volonté, tu vois, je sais pas, d'être au 200e épisode, d'avoir 50-50 Ouais, de c'est trop profil. bien. Mais en fait, tu vois, t'as résumé le problème. En fait, si tu considères pas qu'il y a un problème, en fait, tu vas pas y arriver, Exactement. si tu veux. Donc, en fait, c'est la conscience. Et la conscience, elle doit être portée, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est toi, là, qui a la conscience. C'est pas une femme. Ouais. Moi, j'aime pas avoir cette casquette toujours, salut les Ah ouais, gars, non, mais c'est clair. on n'oublie pas des femmes entrepreneurs. Moi, quand on me propose des gens pour un panel, tu dis, elles sont où les femmes? Ouais. Ou des photos sur LinkedIn, il y a que des hommes sur le sommet de la deep tech de je ne sais quoi, mais Et pareil, je trouve qu'il y a une excuse aussi qui est assez fréquente, c'est de dire, ah, mais il n'y a pas assez de femmes entrepreneurs. Et en fait, dès que tu creuses un tout petit peu, tu te rends compte qu'il y en a autant, tu vois. pareil, on est à parité à tous Ouais. les étages. Donc c'est pour ça que c'est Et clair pareil, dans ouais. l'investissement, il faut aller les chercher aussi, tu vois. Exactement. C'est fondamental. Si tu vas pas les chercher, ça n'arrive pas. Ouais, c'est un sujet. Et là-dessus, petit aparté sur les rôles modèles, on a financé une association fabuleuse qui s'appelle Les Nouvelles Voix, qui est dirigée par Julie Hamed, qui est fantastique. Et le but, c'est de faire émerger de nouveaux récits et de nouvelles personnes dans les médias, qui sont des acteurs en fait engagés sur le terrain, dans les territoires, et qui en fait portent cette voix de la transition écologique et sociale. Donc c'est des agriculteurs qui vont parler à des agriculteurs, ouais, des éleveurs aux éleveurs, enfin des gens dans les terrains, sur le terrain, qui sont vraiment engagés. Et elle fait un travail fabuleux de média training avec ces gens. Et faut vraiment que vous parliez parce que Trop bien, bah, avec plaisir. elle est fabuleuse et elle reste dans l'ombre et elle fait émerger de nouvelles voix. Donc, Super, bah, les nouvelles voix. Bon, je me voilà. note, mais avec plaisir pour la rencontrer. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux, un peu plus perso? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux d'un point de vue plus perso? Alors moi, c'est, il y a 2 choses. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, j'ai besoin d'un équilibre très fort. Souvent, quand je vais pas bien, c'est que un de mes piliers d'équilibre et pas, Trop ouais, par rapport à l'autre. ouais, voilà. C'est pas assez équilibré. Du coup, typiquement, bah, soit c'est par exemple, moi, j'ai beaucoup, donc j'ai, mes enfants, c'est très important. T'en as 3, si je me suis renseigné. Ouais, exactement. J'ai mes enfants, j'ai mon couple, j'ai ma famille, j'ai, mon travail, j'ai le sport qui est très important dans ma vie et du coup, je rééquilibre comme ça. Mais je pense que les 2 trucs, c'est pour aller mieux, c'est prendre du temps pour soi et être OK avec ça et être OK et pas culpabiliser et surtout accepter toutes les facettes. C'est ma psy qui m'a dit ça, en fait: «Tu seras heureuse le jour où tu auras accepté toutes les facettes de ta personnalité, pas que celles que t'aimes». Et du coup, c'est aussi nommer tes émotions. Ça, c'est très important pour aller mieux. C'est de dire, OK, bah, je fais un arrêt sur image. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est de la frustration? C'est de la colère? C'est de la tristesse? Et ça, pour aller mieux, voilà. Et puis surtout, voir des gens qui te font du bien, en fait. Moi, mon énergie, je suis extravertie, donc je puise mon énergie des autres. Et c'est trop important, en fait. Ouais.
Je comprends. Alors moi, je suis introverti, mais je comprends aussi Ouais. différemment, on va dire. C'était jamais Ouais, exactement que introverti, que oui, bien extraverti, sûr, exactement. Mais dans le fait de se recharger avec ouais, les autres, etc. ouais, Mais c'est vrai c'est que les gens que trop. t'aimes quand t'es avec eux, voilà, c'est Ouais, l'amour, c'est la clé, hein. ouais, je suis bien d'accord. L'amour des autres, l'amour de soi. C'est clair. C'est quoi ton plus grand rêve? Oh là là. Je pense que mon plus grand rêve, tu sais, on parle souvent, je sais pas si tu as la notion de endgame. Tu vois, c'est quoi, à la fin, tu auras réussi, si. Hem, Moi, mon plus grand rêve, c'est d'être dans cette société, heu, où en fait, tout est plus juste, tout est plus inclusif, tout fait sens, en fait. Il y a pas d'anomalie comme ça là, et en fait, il y a une représentativité, de tout à tous les autres étages. C'est une société qui est plus sur le partage aujourd'hui, c'est pas le cas. Heu et ouais, en fait, je me dis: «C'est peut-être les prochaines générations, mon rêve», tu vois? C'est qu'elles évoluent, qu'elles puissent devenir que chacun puisse devenir ce qu'il doit vraiment être, qu'il puisse, exprimer, en fait, son être profond, montrer sa vulnérabilité, créer, et on met trop de biais, en fait. Il y a trop de biais, trop de stéréotypes. Ça me fait un peu peur ça, tu vois? Ouais, qui reviennent en force, ces Ouais, derniers temps. et donc tu vois, c'est pour ça que nous, on veut casser des murs et créer des ponts entre des écosystèmes parce que c'est comme ça que tu te nourris des Ouais. autres. Donc ouais, mon plus grand rêve aussi, si c'est terre à terre, c'est dans mon métier, c'est que les startups et les associations ne passent plus autant de temps à chercher des financements et puissent se concentrer sur leur innovation sociale et environnementale et ça, je pense, c'est fondamental. Donc qu'on crée des coalitions, qu'on se mette plus ensemble pour penser au ouais, là, je pense il est temps de créer de nouveaux récits, tu vois? Ouais, Parce que là, on est à une période charnière, même si on veut pas en parler trop, mais tu vois? C'est de quel côté de l'histoire tu te mets? clairement. Et moi, j'ai envie tu vois? Qu'on aille créer ces nouveaux récits et qu'on se dise, ça t'inspire quelque chose, quoi. Ça pourrait être une conclusion d'épisode, mais il me reste encore quelques petites questions, Ah mais bah, non, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est vrai qu'on est dans une période, comme tu l'as dit, charnière, où il se passe plein de choses. Et on n'en a pas forcément parlé dans l'épisode parce que c'est pas le sujet, mais c'est quand même hyper important. Euh, c'est quoi ta plus grande peur? mmh, ma plus grande peur, là, tout de suite, tu vois, spontanément, c'est qu'il arrive quelque chose à mes enfants, évidemment. Heu Mais ouais, je pense que ma plus grande peur, c'est qu'on protège plus les gens, qu'on protège plus les citoyens, qu'on protège plus les femmes, les enfants, en fait. Tu vois, quand tu vois, comment le monde évolue, les coûts budgétaires et cetera, tu te dis: «Mais en fait, il y a un rôle quand même de l'État, des États, de protéger ces avancées sociales, de protéger ces enfants, ces femmes à qui il arrive quand même beaucoup de choses bien Mm. dégueulasses», tu vois? Et ça, c'est ma plus grande peur, c'est qu'on nous protège plus et puis qu'on prenne pas en considération, quoi. Je veux dire, la transition, écologique, c'est maintenant, tu vois? Et c'est pour ça qu'il y a des lanceurs d'alerte, c'est pour ça qu'il y a des gens, voilà. Et le social et l'environnemental, ça vient de pair et faut enfin, je pense qu'il faut qu'on se remette en contact de la nature et des choses, quoi. Très, très connecté Hein? avec ton rêve. Ouais, c'est hyper Mm. connecté et je pense que pour ça, il faut prendre des décisions par amour et pas par peur, tu vois? Tu parlais de la peur. Ouais, Les décisions que tu prends par peur, elles sont généralement, c'est toujours pas les mauvaises. bonnes, ouais. Si tu les prends par amour, elles sont bonnes. Ouais, Voilà. c'est vrai. Est-ce que tu peux me parler d'un livre qui t'a marqué récemment? D'un livre qui m'a marqué récemment, bah, j'ai lu, un livre qui s'appelle, My Absolute Darling, mais je pense que il est très, très dur, mais je le conseille à toute Ça personne parle de quoi? bah, justement, ça parle, aussi d'une femme, enfin d'une fille, parce elle est enfant, qui est, résiliente, qui vit des abus et en fait, c'est son parcours et c'est sa force et c'est fabuleux et ouais, je pense que dans ce monde, il y a des trucs très, très moches et en même temps, on a tout en soi cette part d'humanité, tu vois? Ce cœur qui bat et c'est bateau quand je le dis comme ça, mais en fait, si on se reconnectait vraiment à ce qui se passe à l'intérieur ici, je pense que ça ferait du bien, en fait et je pense qu'il y a beaucoup de choses,
qui se joue dans l'enfance. Donc moi, j'aime bien aussi, tu vois, tous ces livres. Céline Alvarez, elle écrit aussi beaucoup de bouquins sur justement les lois naturelles de l'enfant, etc. C'est, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on se foire, tu vois, et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance qui dictent aussi ce que tu deviens. Et c'est les enfants qu'il faut protéger. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe là dans les conflits aussi, c'est des générations d'enfants. C'est ce qui fait le socle d'une vie en soi, l'enfance, c'est pour beaucoup de gens, quoi. Enfin, pour la majorité de gens, en fait. Et on n'en parle pas assez, en fait. Les enfants sont pas assez protégés. Un ministère de l'enfance, tu vois, plus que de l'éducation, pour protéger les enfants. Est-ce que tu as un film à me conseiller? Alors, je vais te donner mon film préféré. Moi, je me dis, putain, je regarde et je lis des trucs quand même assez badants, mais c'est pas grave. Il s'appelle Incendie de Denis Villeneuve et c'est fantastique. C'est justement, moi, j'ai des jumeaux, donc c'est 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui leur mère meurt et ils partent à la recherche de leur père. Et ce que tu vas découvrir est incroyable. Non. Et c'est aussi ce sujet de rencontre des cultures, de comment tu casses cette haine des autres et tu crées. Et puis c'est ce chemin. Enfin, c'est fabuleux. Je vais le re-regarder. Je me note la recommandation, puis on l'intégrera en description. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée? Ouais, peut-être une question, tu vois, sur l'équipe. Parce que je me dis, tu vois, là, quand je fais le truc dans ma tête, je me dis, j'ai pas parlé assez des équipes, tu vois. Alors que c'est moi qui suis interviewée, mais il y a tellement de gens qui font au service d'eux. Ouais. Ce que tu me disais, c'est qu'au sein du groupe, vous êtes un peu plus de 80. Ouais, tu vois, moi, mon équipe, c'est vraiment mon pilier. Et en fait, c'est de là que je tire aussi toute ma reconnaissance et l'envie d'aller plus loin. Et voilà, dans mon équipe, on est très proches, on est très pro perso. Et en fait, je suis trop fière de ce qu'ils font au quotidien. Du coup, je parlais de Jérôme, mais donc il y a Laure sur la partie association, il y a Louise et Eugénie aujourd'hui sur la partie start-up. On est rejoint de Jade et Rebecca qui arrivent là. Mais ouais, je suis trop fière de travailler au quotidien avec des si belles personnes, tu vois. À la fois les entrepreneurs, à la fois les associations et mon équipe et moi, ce qui me touche le plus, c'est ces petits mots, tu sais, on dit pas assez aux gens ce qu'on pense d'eux et c'est quand tu reçois un petit mot d'une asso, d'une entreprise ou de tes équipes et qui te touche, quoi. Ça, c'est tellement beau, non? Enfin, je sais pas. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, dans la société de ma copine, ils font des screens des jolis messages. Ils appellent ça, genre, ils ont un Slack, un channel paillettes. Ouais, c'est trop bien. Et en fait, ils mettent les screens des super messages de clients, de partenaires, etc., ou même de collaborateurs. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne chose à faire. Bah ouais, je trouve que c'est trop important de dire ce que tu penses, tu vois. Ouais. Tu lis un post qui te touche, tu le dis, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, enfin, parfois il y a pas assez de temps pour dire aux gens qu'on aime, qu'on admire ou qu'on les aime. Et c'est vrai que c'est super important. Enfin, même juste un petit message sur LinkedIn, un petit mail, etc. Ça prend 2 minutes, mais derrière, l'impact sur la personne, elle est hyper positive. Mais tu le vois, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, je remercie tous les gens qui m'entourent, qui le font. Ouais. Et qui me montrent que j'ai droit d'être moi-même et qui m'accompagnent, en fait, dans les next steps, tu vois. Carrément. Il me reste 3 petites questions. La question reverse, tu prends le rôle de host pour une seule question. Ouais. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? C'est qui la personne qui t'a le permis le plus d'avancer dans ta vie et pourquoi? Où tu te dis, en fait, grâce à cette personne, je suis une meilleure version de moi-même et je vais encore plus loin. Si tu peux obligé de citer la personne, tu peux dire pourquoi ça t'a fait. Pourquoi ça t'a fait ça? Je pense qu'il y a une dans mon. Enfin, du coup, elle va évidemment se reconnaître, mais dans mon aventure professionnelle précédente, donc c'était la fondatrice de la société. Ouais. Donc sur la période 2019-2022. Ouais.
Et du coup, en fait, on a passé beaucoup de moments ensemble à discuter hors travail, Ouais. de questions profondes, etc., de sujets de discussion assez cool. Et du coup, je pense que c'est cette période qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur moi-même. J'avais pas du tout pris le temps, tu vois, quand je suis arrivé en 2019, j'avais quoi, 23 ans. Mmh. Donc, en 23 ans d'existence, en fait, je me connaissais pas du tout. Et sur les 3 années qui ont suivi, j'ai appris beaucoup plus en 3 ans que sur les 23 années précédentes. Et ça, en fait, ça m'a permis d'actionner plein de choses et aujourd'hui de faire ce que je fais aujourd'hui. Enfin, tu vois. Et donc, je pense, ouais, ça a été une rencontre marquante. Et évidemment que je continue de voir et avec qui on a des super discussions très souvent, tu vois. Voilà. Trop bien. Hyper important. Et ça relie ce que tu disais tout à l'heure. On va pouvoir passer à la dernière question de cette conversation. C'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Ça peut être en une phrase, en un mot. C'est quelqu'un qui, a énormément de courage, qui est résilient et je pense que c'est quelqu'un qui porte, tu vois, qui regarde, en avant. Je pense que c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois? C'est écrire qui a une responsabilité d'écrire une nouvelle page dans son secteur, son domaine et de se dire, ouais, comment on peut changer les choses? Et c'est quand même hyper intéressant, tu vois? De partir de zéro Ouais. et de créer et Je pense que c'est une des phases les plus intéressantes, je pense, de l'entrepreneuriat. ouais, Même si la suite est ultra importante. ouais, Mais c'est vrai que la phase de début, elle est très excitante, bien sûr parce et qu'il y puis, a tout est à faire. tu vois, c'est ce que tu disais sur toi, l'introspection et tout. Je pense que tu dois vraiment beaucoup, comprendre, qui tu es, comment tu réagis, quand tu t'associes, c'est hyper important aussi, de comprendre cette complémentarité. Donc ouais, c'est quand même sortir de sa zone de confort et est-ce que finalement on n'est pas là pour ça, tu vois? Pour se dire, «J'essaye quoi, je crée des choses quoi. Qu'est-ce que j'aurais laissé à la fin?» Et c'est ça l'entrepreneuriat, tu vois? C'est aussi, je sais pas, c'est créer en pleine conscience, tu vois? Tu te laisses pas porter quoi, tu es acteur. Moi, j'aime bien le côté être acteur de changements sociétaux et environnementaux et je pense que les entrepreneurs sociaux, Mmh. les entreprises à impact, c'est vraiment, et nous on appelle ça assopreneurs, c'est un peu moche, mais Ah, j'aime bien. les gens qui dirigent des associations, mais Créer en pleine conscience, incroyable. j'aime bien. Mmh, Ce sera parfait pour les mots de la fin. trop bien. Merci beaucoup pour cette conversation. J'espère que ça t'a plu. Ah, j'ai adoré, c'était trop bien, c'est passé trop vite, quoi. Ouais, c'est clair, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute, c'était trop Mmh, cool. J'ai vraiment trop la vibe, en beaucoup tout aimé cas. discuter avec toi. On mettra évidemment tous tes liens en description, ceux de Raise Sherpa aussi. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu aussi, que ce soit en vidéo ou en audio. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à faire bouger les lignes, de, la finance engagée, de la philanthropie et ouais, de créer des coalitions pour aider encore plus, les associations et les entrepreneurs à se financer et à être accompagnés, quoi. Ok, bah, let's go, c'est parti. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi.